Chers étudiants, je fais une petite vidéo ici pour faire la correction du QCM qui a été réalisé sur l'introduction à la Banque Carrefour des entreprises. En fait, j'ai ici devant moi à gauche les résultats des questions. Donc, vous êtes 45 inscrits à SCO, vous êtes 32 à peu près à avoir fait l'exercice. Et alors, à droite, j'ai le support de cette partie du cours. Donc, comme vous le savez, c'est via des liens qui sont consultables sur Internet. Et ce sont des liens dynamiques. Donc, comme ça, je vous montre la partie un petit peu théorique qu'il y a là derrière. Donc, ici, la partie qu'on abordait, d'un point de vue théorique, c'était l'organisation et le rôle de la Banque Carrefour des entreprises. Et d'un point de vue pratique, qui est plus le développement du savoir-faire, c'était vraiment de pouvoir vous entraîner à, lorsque on est sur des matières qui sont relativement simples, à pouvoir trouver les réponses par vous-même. Et ça ne veut pas dire que de trouver la réponse, mais évidemment de vérifier la véracité de ce qu'on trouve comme réponse. Et on va voir que d'un point de vue mise en pratique, c'était pas vraiment ça. Première question assez facile, qu'est-ce que c'est que la Banque Carrefour des entreprises? C'est une banque de données publiques des entreprises en Belgique. Vous avez dans le cadre du cours une petite définition que je vous ai mis ici. Base de données centrale créée pour simplifier les formalités administratives des entreprises belges et améliorer l'échange d'informations entre les administrations publiques, entre autres. Donc ça, c'est juste une petite définition pour qu'on sache de quoi on parle. Évidemment, dans le cadre du cours, on rentre beaucoup plus dans les détails. Alors là, on arrive à un premier problème, c'est la question numéro 2, qui est quelle législation régit actuellement la Banque Carrefour des entreprises? Et là, vous êtes 2/3 à vous être trompés pour la réponse à cette question-là. Et en fait, alors, c'est pas si étonnant que ça, que des étudiants se trompent pour cette réponse, je vais vous expliquer pourquoi, mais par contre, l'importance en termes de nombre m'inquiète un petit peu. Donc, ce n'est pas étonnant que vous vous trompiez. Pourquoi? Parce que la loi du 16 janvier 2003 n'a pas aucun lien avec la Banque Carrefour des entreprises. C'est en fait la législation qui a mis de côté, donc abrogé le registre de commerce et qui l'a remplacé par la Banque Carrefour des entreprises. Maintenant, cette législation-là, elle a été abrogée et elle n'a pas été abrogée récemment, elle a été abrogée en 2013, donc ça fait 11 années que cette loi n'est plus d'application en droit belge, parce qu'elle a été remplacée par, en partie, le livre 3 du Code de droit économique. Et donc pourquoi est-ce qu'on a une proportion d'erreurs qui est aussi importante? C'est parce que si vous cherchez l'information sur Google ou si vous demandez à une intelligence artificielle, si vous lui posez la question, elle vous répondra la loi du 16 janvier 2003. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle ne sait pas vérifier si une législation est toujours en vigueur ou pas. Elle va avoir beaucoup plus de sources qui vont lui indiquer que la BCE, elle est régie par cette législation-là, vu qu'elle a été en vigueur plus longtemps, une vingtaine d'années avant, et ça ne fait que 10 années qu'elle a été remplacée par le Code de droit économique. Et donc, c'est vraiment une source d'erreur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif et systématiquement, en fait, les réponses que vous allez pouvoir trouver via des sources sur Google ou ce genre de choses, alors ça peut vous aider à vous orienter pour trouver la bonne réponse à la question, mais vous êtes des juristes, donc ça fait partie de votre métier de vérifier vos sources systématiquement. Parce que c'est ça qui va faire la plus-value entre la réponse qu'une IA va pouvoir donner et la réponse que vous allez donner.
Et donc ici, pourquoi est-ce qu'on a un taux aussi important d'erreurs? Il peut y avoir, pour moi, il y a deux raisons principales. C'est soit un manque d'implication de l'étudiant qui a fait l'exercice, c'est-à-dire que il n'avait pas envie d'y mettre trop de temps ni trop d'énergie, donc il s'est dit, la première réponse qu'il a trouvée, je ne vais pas creuser la question plus loin. Ça pour moi c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est une surestimation de la qualité des sources qu'on peut trouver de façon très courte. C'est-à-dire, si je pose la question, que je tape la question sur un moteur de recherche, je vais surestimer la validité des premières sources qui vont être affichées et sans les vérifier, ou alors je pose la question à une intelligence artificielle quelconque et je surestime la réponse que celui-ci va me donner. Donc pour moi, c'est ces deux a priori-là sur lesquels il faut faire extrêmement attention. Alors, première chose, manque d'implication, ça je ne peux pas y faire grand-chose, c'est vraiment très très personnel. Maintenant, ce que j'ai aussi envie de vous expliquer par rapport à tout ça, c'est que si je vous donne ce genre d'exercice à faire et si je prends le temps d'écrire vraiment une introduction en vous disant que c'est important de faire des recherches parce que c'est là-dessus que se base l'exercice, c'est parce que je suis profondément convaincue de l'importance de mettre en pratique les différents savoir-faire qu'on a envie d'acquérir dans le cadre d'un apprentissage. Comme on dit, la bête phrase, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais c'est comme si vous vouliez apprendre le piano en regardant quelqu'un qui joue du piano et en apprenant uniquement le solfège. Si vous restez sur la théorie et sur le fait de regarder des autres pratiquer, en fait, le savoir-faire, vous ne pourrez pas l'expérimenter et donc ce sera très difficile de l'acquérir de cette façon-là. Donc pour pouvoir acquérir du savoir-faire en matière de pratique juridique, il ne suffit pas d'étudier, il faut aussi mettre en pratique. Et la mise en pratique, c'est aussi essayer par soi-même de résoudre certaines problématiques. Et donc ici, c'est ce que j'ai essayé de vous faire, c'était de, par vous-même, rechercher les solutions à des questions qui, en soi, n'étaient pas d'une très très grande complexité. Donc ici, c'était en effet, c'était assez facile de retrouver la loi du 16 janvier 2003. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans ce cas-là? Je vais vous le montrer, tout simplement. Je vais regarder dans ma législation, ma banque de données juste elle. Je regarde donc cette loi pour vérifier si elle est à jour, parce que comme vous n'avez pas toutes les législations dans les codes, vous ne savez pas forcément vérifier ça. Donc, 16... Non, ça c'est pas la date de publication, c'est la date de promulgation, 16 janvier 2003. Si je vais regarder un petit peu pour voir s'il y en a beaucoup. Non, ça va, il n'y en a pas tant que ça, donc je ne vais pas mettre de mots-clés. Loi portant la création de la Banque Carrefour des entreprises, etc., etc. Je vérifie, je check ma législation. Et ici, qu'est-ce que je vois? Texte abrogé par la loi de 2013. Et donc, du coup, c'était vraiment l'exercice qu'il fallait faire pour pouvoir avoir la réponse à la question et de vous dire, en fait, c'est quoi cette loi du 17 juillet 2013, je jette un coup d'œil. C'est la loi qui insère le livre 3 dans le code de droit économique, donc ça veut dire que maintenant la législation est dans le code de droit économique, et je vérifie et j'ai la réponse à ma question. Donc en fait, il faut pas se contenter de peu. Il faut vraiment aller creuser la question, sans cesse vérifier ses sources, parce que c'est vraiment le corps du métier. Et lorsque l'on va dire, telle entreprise a l'obligation de s'inscrire à la Banque Carrefour des entreprises, la justification de cette obligation-là, on va la retrouver dans le Code de droit économique. On ne va pas la retrouver dans la loi du 16 janvier 2003. Cette loi-là, elle est abrogée, elle ne fait plus partie de notre droit objectif belge.
Donc ça, c'était ma petite déception de la semaine dernière, mais vous ferez attention pour la prochaine fois. Alors, question suivante, là, au moins vous êtes la majorité à avoir correctement répondu. Quel article du Code de droit économique précise les entités soumises à l'obligation d'inscription? On a l'article 3.49, 3.1 et 3.15. Pour moi, si on répond ça, c'est juste qu'on n'a pas été lire les articles, hein, tout simplement. Ça demandait un minimum d'implication. Ici, pour pouvoir vérifier par quelle législation justement cet article-là a été modifié en dernier, il y avait plusieurs possibilités. Plusieurs d'entre vous disposent déjà du nouveau code et donc ils ont pu voir que la modification est prise en compte dans le nouveau code. Sinon, pour vérifier le fait que la dernière modification de l'article 3.49 du Code de droit économique, on peut se retrouver sur la législation consolidée et je vérifie ici 3.49. Là j'ai mis 2, ça ne va pas. 3.49. Hop. Et j'y suis, et donc la dernière modification, lorsque je reprends ici, c'est la loi du 9 février 2024 qui est entrée en vigueur le 31 mars 2024. Ensuite, quelles informations sont attribuées à une entreprise lors de son inscription à la Banque Carrefour des entreprises pour pouvoir... En fait, il y avait 2 réponses qui sont justes. Et j'attire votre attention sur plusieurs notions. Elles sont indiquées, si vous allez regarder ici, vous avez la différence entre le fait d'être inscrit à la BCE et être assujetti à la TVA, puisque ce sont 2 choses qui sont différentes. Lorsque je m'inscris à la Banque Carrefour des entreprises, on m'attribue en tant qu'entreprise un numéro d'entreprise unique. Ce numéro d'entreprise unique va pouvoir être utilisé si je suis assujetti à la TVA lorsque je demande l'obtention d'un numéro d'identification à la TVA, un numéro de TVA. Il se fait que en Belgique, on ne vous attribue pas un autre numéro de TVA, on reprend votre numéro BCE pour vous donner un numéro d'identification à la TVA. Dans quelques cas exceptionnels, ce numéro peut être différent, mais c'est maintenant absolument rarissime. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut quand même pas confondre les deux. Je suis une entreprise qui est soumise à l'inscription à la BCE. Dès lors, je demande à être inscrit via un guichet d'entreprise, on le verra. Dès lors, un numéro d'entreprise m'est attribué, c'est mon numéro BCE. Et si je suis assujetti à la TVA, dans ces cas-là, je vais faire les démarches auprès de la TVA pour obtenir un numéro d'identification à la TVA. Mais tous les titulaires d'un numéro BCE ne sont pas forcément assujettis à la TVA. Par exemple, les médecins ne sont pas assujettis à la TVA. Cependant, lorsqu'ils sont indépendants, ils ont un numéro d'entreprise. Donc ça, c'était une première chose. Donc non, le numéro TVA n'est pas attribué suite à l'inscription à la Banque Carrefour des entreprises. Il y avait une autre petite subtilité, c'est le numéro d'unité d'établissement si applicable. L'unité d'établissement, c'est vraiment l'endroit où votre entreprise va avoir des activités. Ça peut avoir des impacts, notamment en droit social, lorsque vous avez des employés qui vont être dans plusieurs endroits. Dans ces cas-là, il faut bien vérifier qu'on a, si vous avez des bureaux à Bruxelles et des bureaux à Liège, que vous avez bien enregistré les différentes unités d'établissement, mais là c'est vraiment uniquement pour des endroits où il y a des activités de votre entreprise. Numéro d'entreprise, on en a
qu'un seul numéro d'établissement, il peut y en avoir autant que d'endroits où votre entreprise exerce ses différentes activités. Je vous ai bien mis ici un petit comparatif, histoire de ne pas vous tromper entre numéro d'entreprise et numéro d'établissement. Ensuite, quel est le numéro d'entreprise de la ville de Bruxelles? Vous m'avez tous répondu correctement. La question que je me pose, c'est comment est-ce que vous avez trouvé ce numéro d'entreprise? Est-ce que vous avez été tapé sur un moteur de recherche ou est-ce que vous êtes allé voir sur le site BCE Public Search? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'indications où on va avoir ville de Bruxelles dedans, d'autant plus que ici, dans les dénominations, il peut y avoir vraiment la dénomination sociale ou alors le nom commercial de une éventuelle unité d'établissement. Donc, comme on va les avoir toutes ici, vous avez ici la ville de Bruxelles, qui a donc est une personne morale qui a été fondée en 1921, mais pas la ville, la personne, la création de la personne morale de droit public, et elle va avoir toute une série d'unités d'établissement, donc d'endroits où il va y avoir des activités. Et par exemple, l'Institut des carrières commerciales fait partie des unités d'établissement de la ville de Bruxelles. Vous avez des salariés de la ville de Bruxelles qui eh bien, travaillent à l'adresse de l'Institut des carrières commerciales. Donc c'est pour ça qu'on a toute une série d'unités d'établissement qui sont indiquées, par exemple des bibliothèques, ce genre de choses. Donc ici on a la ville, on a au boulevard Anspach. Donc mais ça c'est autre chose, c'était pour vous faire une petite recherche. C'était pas la plus facile là-dedans. Pour la question suivante, parmi les entités suivantes, lesquelles sont des guichets d'entreprise agréés? Alors ici, j'avais un petit peu tout dans les réponses. Bipost, Wallonie, Entreprendre, Walfin, Brussels. Ça, c'est vraiment des étudiants qui ont tapé au hasard et qui n'ont a priori pas fait vraiment de recherche pour pouvoir trouver la réponse à la question. Pour pouvoir, déjà, une bonne question, qu'est-ce que c'est qu'un guichet d'entreprise agréé? C'est déjà une assez bonne question à se poser. Donc, ce sont des entités qui sont autorisées, conformément aux règles qui sont prévues par le Code de droit économique, à accomplir diverses formalités administratives au nom des entreprises. Et donc, ils sont agréés par qui? Par le ministre des classes moyennes. Il y a toute une procédure qui est prévue dans le Code de droit économique comme démarche pour demander une agréation. Et ensuite, c'est une agréation qui est octroyée pour une durée de 5 ans et qui est éventuellement renouvelable. Et il y a toute une série de tâches qui sont conférées aux différents guichets d'entreprise. Tâche principale que nous avons vue dans le cadre, évidemment, de la Banque Carrefour des entreprises, c'est l'inscription à la Banque Carrefour des entreprises, en ce compris la perception des droits d'enregistrement au profit du Trésor, c'est-à-dire que c'est le guichet d'entreprise qui va vous faire payer votre inscription, mais la totalité du montant qu'ils vont vous demander ne leur reviennent pas. Ça veut dire que en fait, une partie est reversée à l'État belge. Il y a aussi tout ce qui est la réalisation des procédures et des formalités nécessaires aux accès à la profession, de vérifier si vous avez les autorisations. Et il y a aussi toute une série d'informations qu'ils doivent vous transmettre. On retrouve la totalité de ces tâches à l'article 3.59 du Code de droit économique
que vous avez dans son entièreté qui sont reprises ici. Vous avez en fait, en plus de ce qu'il doit faire en tant que guichet d'entreprise, eh bien, certaines choses qu'ils peuvent vous proposer, des services supplémentaires qu'un guichet d'entreprise peut proposer. Et dans ces cas-là, ce sont des services qui sont facturés de façon libre, donc les prix peuvent être différents. Vous avez la liste des guichets d'entreprise agréés qui est indiquée ici. Si vous allez sur le site du SPF Économie, vous retrouvez cette même liste. Bon, ici, la petite subtilité avec Formalis, c'est que Formalis, c'est un groupe dont fait partie Groupe S et qui a l'agréation de guichets d'entreprise. Donc voilà, il fallait en fait, ce qu'il fallait faire, c'était qu'il fallait faire une petite recherche par guichet. Et donc vous avez tout simplement, si vous regardez sélectionner un guichet, vous les avez ici. Vous aviez directement Formalis, vous aviez directement Acerta et vous n'aviez aucun des autres noms qui étaient indiqués. Vous pouvez regarder aussi systématiquement par commune pour pouvoir voir quels sont les guichets qui sont disponibles, qui ont des bureaux près de l'entreprise, parce qu'il y a en tout 156 bureaux qui sont répartis un peu partout en Belgique. Voilà, ça c'était pour la dernière des réponses. Donc voilà, il y a les étudiants qui ont vraiment répondu extrêmement vite. Je leur ai envoyé un petit message en général, parce que c'était vraiment pas l'exercice. Comme vous voyez, l'exercice, il était peut-être un petit peu plus complexe, même si il était simple, hein. En vrai, c'était quand même relativement facile, mais ça demandait un minimum d'implication et pour pouvoir faire l'exercice correctement et dans son intégralité.